Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler partner marketing, parce que c'est un levier qui est encore trop méconnu, mais qui peut être super pertinent et super efficace quand il est bien abordé. Pour voir justement comment est-ce qu'on peut le mettre en place, je suis avec Adam Birnbaum, qui est part-time CMO. Bonjour Adam. Bonjour Axel, ça va ? Ça va très bien, merci. J'espère que toi aussi. Ouais. Je le disais du coup, on va parler partenaire marketing aujourd'hui. Bon, peut-être pas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux peut-être juste te présenter en quelques mots en introduction, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Bah écoute, comme tu l'as dit, moi je m'appelle Adam Birnbaum. Je suis part-time CMO et marketing advisor dans beaucoup de domaines différents, mais essentiellement centré autour de la tech et le B2B. Mon rôle, si tu veux, c'est d'arriver dans des entreprises qui ont besoin de structurer des fonctions marketing, d'essayer de développer des nouvelles stratégies, de se repositionner, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, parce que je suis assez friand des sujets européens notamment, et je les aide comme ça à atteindre leurs objectifs. Très cool. Bah du coup, alors parmi ces pistes, on va dire en tout cas pour aller chercher un peu plus de croissance et les objectifs justement business qu'on a fixés, il y a le partenaire marketing, le sujet dont on va parler aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux peut-être juste revenir un petit peu sur la définition de ce que c'est, qu'est-ce qu'on appelle partenaire marketing, c'est quoi les différents types de partenariats qu'on rencontre, et puis les enjeux auxquels ça répond. Ouais, bien sûr. Bah, si tu veux, pour moi, le partner marketing, c'est un levier qui reste assez sous-utilisé globalement, parce que assez méconnu. C'est le truc qu'on fait un peu à la fin quand on a du temps et des ressources qui restent en plus, ce qui est quand même pas souvent le cas. Et du coup, voilà, pour moi, c'est un peu la dernière roue du carrosse en termes de marketing. Et c'est extrêmement dommage parce que c'est justement un levier marketing qui permet d'avoir un effet de levier encore plus fort en termes business que quand on fait du marketing tout seul dans son coin. Donc justement, d'abord, c'est quoi le partenaire marketing ? C'est le fait de faire du marketing à plusieurs, avec des partenaires, de mettre en commun des forces pour faire en sorte d'être d'autant plus impactant et pertinent auprès de ses cibles. Il y a une infinité de typologies de partenaires qui existent, mais on peut essayer de les classer dans différentes familles, en sachant que moi, je vais te parler de ce que je connais, donc de partenaires en termes d'activité B2B, hein, Mhm. et avec une grosse casquette d'éditeurs de logiciels, parce que c'est quand même ce que je connais le mieux, mais que c'est déclinable après relativement facilement à d'autres types d'industries. Le premier type de partenariat, pour moi, c'est un peu le niveau zéro entre guillemets du partenariat, c'est celui qui est purement intéressé financièrement de manière directe et limitée. Donc à savoir, ça va être le referral. Donc c'est-à-dire que tu vas te Mhm. faire référencer sur un site qui va te ramener potentiellement des leads, et soit tu vas le payer au lead, cette personne-là, soit tu vas le payer en fonction de la conversion qu'il va y avoir derrière. Donc ça, c'est vraiment le niveau le plus basique de partenariat qui existe, bien qu'il puisse être intéressant aussi, hein. On est sur de l'affiliation
plus, on va dire, pour moi, dans ces cas-là. Mhm. Après, tu as le partenariat avec une personne qui a d'autant plus d'intérêt à vendre ta solution, enfin à ce que ta solution soit vendue plutôt, puisqu'en fait elle-même va avoir un rôle actif dedans. Donc en tant que, en général, que conseiller ou revendeur de cette solution-là. Euh, et, euh, et ensuite on a le pendant de cette dernière catégorie qui sont ceux qui vont chercher à intégrer ta solution derrière. Donc ceux qui, par exemple, quand tu vends un CRM, qui vont s'occuper du paramétrage, de l'ensemble de la mise en place technique et technologique qu'il y a derrière. Et enfin, il y a une dernière catégorie qui sont pas forcément ceux qui ont un intérêt direct à ce que ça se vende. Ils vont pas forcément y gagner grand-chose directement, mais par contre, ils ont un intérêt en termes d'enrichissement de l'écosystème de ta cible. Et donc, c'est des partenariats technologiques. Donc, c'est Mhm. d'autres providers de technologie, de logiciels en général, en ce qui me concerne, et qui vont avoir la capacité d'avoir des connexions entre ton logiciel et le leur, pour avoir un service apporté au client qui soit d'autant plus pertinent à la fin, qui augmente de la valeur. Et donc tout ça, ça va aller, ça va à la fois faciliter la conversion du client, puisqu'il va avoir une valeur perçue accrue, et également aussi dans le temps la rétention, puisque quand tu bâtis un écosystème comme ça, où chaque brique de ta stack techno est plus ou moins interdépendante avec une autre, tu as tendance bien sûr à moins de churner et avoir des relations plus durables. Donc voilà, moi c'est un peu les grands types de familles de partenaires que je vois. Après, selon les boîtes, selon les endroits où t'es, t'as beaucoup de sous-catégories, de définitions qui peuvent varier un peu. Mais si j'essaye de m'extraire un peu de ça, je dirais que c'est les grandes familles que je vois. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, j'allais dire, c'est vrai que bah, tu parlais un peu par le spectre de l'éditeur de logiciel, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit très bien entre les partenariats revendeurs, où du coup tu auras des gens effectivement qui sont là du point de vue commercial pour revendre ta solution. Les partenariats techno, on le voit très bien, notamment avec le SaaS, parce que ben, toutes les nécessités d'intégration entre logiciels, comme tu dis, pour s'intégrer dans un écosystème, enfin ça c'est un truc carrément courant, quoi. T'es en rendez-vous commercial. Ouais, j'aime bien votre logiciel, mais par contre moi au quotidien mon CRM c'est machin. Est-ce que votre logiciel de marketing il est bien intégré avec évidemment quoi, tu vois, la connexion elle se fait. Oui oui, Mais évidemment. évidemment, bien sûr. Bon, va falloir qu'on les appelle. C'est Euh, pour ça qu'après, tu as des commerciaux qui courent après côté technique pour absolument demander un connecteur en urgence pour pas perdre un deal. ouais. Non mais ça c'est clair et ça demande d'être anticipé quoi, effectivement, parce que c'est quelque chose qui est récurrent quoi. Très cool. Bah, du coup, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la partie commerciale du partenaire marketing. On en parlait un petit peu en préparant l'épisode. Tu me disais que justement, bah, ce sujet, en fait, il s'aborde de façon assez différente, je veux dire un peu comme d'un point de vue commercial au final, selon la façon dont on va pousser enfin, de nos offres, on va dire, et puis des cibles qu'on va adresser, parce que bah, on fait pas pareil quand on vend des très très gros paniers que quand on vend des tout petits paniers. Euh, un peu comme pour de la vente directe, quoi, au final. Comment est-ce que tu vois un petit peu ce sujet-là, justement, et puis les différentes façons de l'aborder un petit peu bah, par rapport à cette diversité d'offres, justement. Bah, pour moi, il y a vraiment ce parallèle que tu fais avec le fait de vendre quelque chose qui est évident, dans le sens où dans les deux cas, tu dois être dans une situation où tu cherches à vendre, en fait, parce que soit tu vends ton produit, soit tu vends ton partenariat, mais tu dois chercher à convaincre, tu dois chercher à montrer ce que l'autre va gagner à te faire confiance. Et ça, c'est un élément clé, je pense, de la compréhension du sujet. Parce que si t'arrives pas à vraiment intégrer ça dans ton fonctionnement, tu vas passer à côté de ta gestion de partenariat. Et je parle de ça au sens large du terme, à la fois du point de vue marketing et commercial. Euh, donc, je dirais que t'as vraiment cet axe-là qu'il faut pas rater, et ça amène à des réalités qui sont très différentes. Par exemple, lors d'une dernière expérience où j'étais head of marketing pour l'Europe de l'Ouest de Big Commerce. Big Commerce c'est une grosse scale-up cotée au Nasdaq, qui est un gros concurrent de Shopify là-bas, Ok. qui a essayé de s'implanter en Europe. Donc là, tu travailles sur des gros paniers moyens. Les partenaires, c'est des grosses agences, des intégrateurs, ce genre de choses. Et là, pour le coup,
t'as une relation qui se fait vraiment au maximum en individuel, si tu veux. Parce que tu vas chercher à construire cette confiance-là, à leur montrer l'intérêt que tu as à travailler ensemble, parce que eux, ils ont à y gagner, et tu vas vraiment avoir ce côté extrêmement fin de la relation, parce que tu peux pas te permettre d'avoir une relation de masse, comme si tu t'adressais à une audience, etc. Tu dois absolument aller vraiment dans le détail, dans la relation humaine, dans la construction de la confiance, etc. Et à contrario, par le passé, j'ai pu travailler sur une autre dimension de partenariat quand j'étais chez Sage, donc côté ERP. À l'époque, c'est moi qui m'occupais de tout ce qui était de la coordination de l'acquisition new business sur certaines gammes de logiciels. Et il y avait un challenge qui était de dire qu'en fait, il y avait certains logiciels où tu avais d'autres, enfin, où tu avais une situation assez similaire à celle de e-commerce. Tu avais des très gros partenaires, gros paniers moyens, etc. Puis après, tu avais une masse énorme du business qui était en fait sur des tout petits logiciels qui se vendaient pour quelques euros par mois à chaque fois, dans les versions les plus basiques, et qui pourtant pouvaient bénéficier de l'apport des partenaires. Donc tu avais un challenge de réussir à faire en sorte d'avoir un management de masse de ces partenaires-là, et où du coup tu t'adressais à eux presque comme si tu t'adressais en masse à tes clients. Tu as une logique vraiment presque d'un côté l'ABM, de l'autre côté le mass market, etc., que tu vas appliquer comme ça en fait à tes partenariats. Donc typiquement, tu vois, quand je m'occupais d'aller animer comme ça des partenariats de masse, où tu vas avoir à l'intérieur d'un même pool de partenaires, tu vois, le revendeur de logiciels qui avait au coin de ta rue qui répare des logiciels et qui vend aussi des et qui répare des imprimantes, pardon, et qui vend des logiciels, par exemple. Et ben, il pouvait y avoir celui-là, la petite entreprise d'informatique du Limousin, et en même temps des agences de transformation digitale qui font un peu plus de volume. Et voilà, donc tu avais un énorme pool comme ça avec peut-être 5 ou 600 partenaires à l'époque, et que tu vas animer vraiment en masse avec de la newsletter, du webinar pour essayer de les stimuler, de les tenir au courant, etc. Alors qu'en même temps, sur les plus gros et ceux où tu investis le plus de potentiel, tu vas chercher à avoir voilà, cette relation one-to-one qui est établie. Et c'est cet équilibre-là et cette adaptation de l'approche qui est hyper importante, tout en gardant en tête que oui, au final, tu dois leur vendre quelque chose, et que c'est en général c'est facile de signer un partenariat. Ce qui est important, c'est ce que tu vas en tirer après. Et ça passe justement aussi par ça, parce que ouais, le partenariat, on va le signer, c'est sympa, c'est cool, tout le monde est content, et puis après, en général, il se passe plus rien. Euh, Même s'il faut garder en tête que même dans les partenariats qui sont prometteurs et bénéfiques, et vraiment sur lesquels tu peux parier, ça met toujours du temps à se mettre en œuvre. On n'est pas sur une tactique d'AdWords ou je sais pas quoi qui va donner dès le lendemain des résultats. Le partenariat, pour vraiment donner ses fruits, il faut être capable de dire ok, bah, je vais attendre 6, 9 mois, parfois un an pour avoir vraiment le truc à plein. Et ça, c'est un gros écueil parce qu'il y a quand même beaucoup de boîtes qui attendent aujourd'hui des résultats demain quand ils commencent quelque chose aujourd'hui. Et quand tu es dans la construction de relations, c'est pas possible en fait. Ouais, c'est pas Euh, instantané. c'est un autre truc à avoir en tête aussi quand on s'aventure sur le sujet. Ouais, mais tu fais bien le dire parce que c'est vrai que, comme tu dis, un partenariat, c'est assez facile à signer potentiellement, mais le but, c'est pas de collectionner les partenaires, en fait. C'est qu'il faut pas oublier derrière que tu fais ça pour, bah, dans un objectif commercial, et que derrière, bah, effectivement, il faut que ça marche. Il faut que tes partenaires ils soient actifs, il faut qu'ils vendent, et pour que ça te rapporte à toi aussi du chiffre. Et donc il s'agit pas de collectionner les partenaires, mais bien d'avoir un réseau qui vaut le coup. Et donc, bah, après, comme tu l'as dit, ça s'aligne différemment aussi potentiellement en fonction de ce que les partenaires te rapportent, quoi. Justement, une fois que tu as identifié un petit peu ce type d'approche, tu vois, qui va être pertinent par rapport à ton offre, donc comme tu disais, soit vraiment masse, soit ABM, soit potentiellement même un mix des deux, on va dire, en fonction des types de partenaires que tu peux avoir. Comment est-ce qu'on met en place un programme de partner marketing? Hum, je Bonne dirais question, alors, d'abord, pas bonne question, le mec qui s'auto-congratule. Non, ce que je veux dire, c'est la question est à la fois simple et très vaste.
Non, mais c'est une très bonne question, je confirme. Voilà, Euh, merci. Écoute, c'est gentil. On se tapera dans le dos à la fin. voilà, c'est bon. Mais non, écoute, c'est un sujet important parce qu'en fait, si tu veux, t'as le syndrome, en fait, le pire, je trouve, en termes de partner marketing, c'est bah tiens, j'ai un livre blanc, t'as un livre blanc, viens, on met nos logos dessus, puis on va le publier ensemble, et puis voilà. Ça, c'est le truc qu'on voit partout, qui sert absolument à rien, qui est vraiment, enfin, qui fait un peu rire jaune quand tu vois ça passer en général. Enfin, en tout cas moi, je suis désolé sinon, mais mais voilà, c'est assez terrible et il y a énormément de boîtes qui se contentent de ça en termes de partner marketing. Donc d'abord pour moi, il faut vraiment reprendre la base et le premier pilier de ces actions-là, c'est d'abord bien choisir les partenaires avec lesquels tu as envie de faire du partner marketing, parce que ça Ouais. peut aussi être différent des partenaires au sens général de la boîte. Parce qu'il y a, il y, a, il y, a, il y, a, il y a des boîtes qui peuvent avoir une activité business commerciale qui est relativement importante avec un partenaire. Pour autant, c'est pas forcément le bon choix pour toi de travailler avec eux. Parce que par exemple, j'avais le cas lorsque j'étais chez BigCommerce, on avait des agences qui avaient une bonne capacité, si tu veux, à travailler avec nous, à aller chercher, à aller développer du business. Et pour autant, en fait, c'était des agences qui s'appuyaient exclusivement sur de l'inbound et des sales. Ils avaient aucune capacité réelle marketing, si tu veux. Et Mhm. donc en fait, tu t'embourbais comme ça dans des partenariats qui riment à rien. Encore une fois, en termes marketing, il faut vraiment faire le distinguo avec le partenariat business au sens large du terme. Donc voilà, il y a vraiment ce côté de dire il faut choisir ses combats, un classique du marketing, hein, Mhm. mais il faut choisir aussi les partenaires à qui tu dois faire. Donc ceux qui ont une capacité opérationnelle réelle et réelle dans le pays où tu es, ça c'est important aussi quand tu travailles sur une échelle internationale parce que pour t'illustrer par exemple la chose, on avait des partenariats stratégiques au niveau mondial avec lesquels on se devait de travailler au niveau local, mais qui en fait, dans certains pays d'où je m'occupais, Mhm. il n'y avait aucun reach, aucune capacité réelle à atteindre des gens sur ces pays-là, etc. Donc tu as vraiment ce côté voilà, de dire il faut une capacité opérationnelle réelle dans les pays en question. Ensuite, il faut des gens qui ont la motivation et la bande passante de travailler avec toi. Donc ça, c'est des choses que tu dois établir dans la relation que tu construis avec leur équipe marketing. Voilà, s'ils n'ont pas la motivation, pas l'envie, pas le temps, tu sais que ça va être voué à l'échec. Euh, et ensuite, il faut voir qu'est-ce qui va être le plus gagnant-gagnant là-dedans dans la relation que tu vas mettre en place avec eux. Parce que il faut au final identifier, si tu veux, les forces et les faiblesses de chacun. Mhm. Il faut être conscient, comme toujours, mais encore plus là, je trouve, de ses propres forces et faiblesses. Donc, par exemple, de dire, bah voilà, moi, en ce moment, j'ai un budget marketing qui est confortable. Pour autant, je manque de bras. J'ai pas assez de personnes qui sont en capacité d'aller délivrer rapidement parce que j'ai une structure trop rigide. J'ai pas assez de personnes qui peuvent avancer. Donc ma force, ça va être d'avoir de l'argent. Donc par exemple, je vais pouvoir avancer plus rapidement sur des actions, débloquer des budgets pour soutenir des partenaires. Pour autant, il faut que eux soient en capacité de mettre des bras à disposition et d'aller avancer sur des campagnes communes. Ouais. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais tu vois, il faut être en capacité d'identifier les plus et les moins de chacun et de voir comment est-ce que tu vas venir combler ça par ton action. Donc c'est parce que par exemple si tu tombes sur une autre boîte qui pareil a de l'argent mais pas de bras, euh, il va rien se passer. Et ça on l'a vu assez souvent par le passé. Par exemple quand je tombais sur des partenaires qui étaient des PSP, donc des prestataires de paiement, Mhm. qui se retrouvaient typiquement dans cette même situation-là. Et donc au final, on se regarde tous en comptant nos billets, mais il se passe rien après, quoi, tu vois. Donc, donc c'est un classique du sujet, mais voilà, il faut vraiment être en capacité d'identifier les bonnes personnes avec qui travailler. Pour moi, c'est vraiment la clé du truc. Après, il faut se mettre d'accord sur et vérifier un peu tout le B à bas, mais voilà, est-ce qu'on a le même ICP, les mêmes personas qu'on veut adresser, de quelle façon on le fait, quelle histoire on va chercher à raconter, etc. Mhm. Mais déjà, une fois que tu as coché ces cases-là, c'est un bon début. Ouais. C'est déjà pas Mais mal. du coup, en Euh, fait, un peu comme tu vas faire ton ICP, j'allais dire ton client idéal, tu vas dessiner la fiche de ton partenaire idéal
par rapport à tes forces et tes faiblesses. Ouais. Euh, et après, ces partenaires, tu vas les chercher comment? Enfin, je dis, c'est le market, c'est les sales, tu as cette même démarche de prospection. Comment tu vas Alors, aller chercher ces partenaires du c'est, coup? ces partenaires-là, au final, si tu veux, dans le cadre du partenaire marketing, c'est des partenaires qui sont déjà rentrés en tant que partenaire business. Donc, Ok, en général, ils ont un partenaire manager qui va être attitré, qui va s'occuper d'eux et qui va être le point d'entrée, si tu veux, de la relation et le propriétaire de cette relation-là. Donc, à partir de là, bah, ça va être en général le binôme qu'on forme avec le partenaire manager qui va rentrer en jeu. On va aller présenter ensemble un projet, on va en discuter avec les équipes en question et voir où est-ce qu'on tombe d'accord, si tu veux. Hein. Ça se fait vraiment de manière assez simple. En général, les partenaires managers, ils ont des réunions récurrentes avec leurs homologues, et puis ça se discute comme ça. On n'est pas sur un sujet de recrutement de partenaires hein, dans ce cadre-là, parce que ouais, d'abord, avant d'aller faire du marketing avec eux, il faut quand même avoir établi cette relation-là. ouais. Euh, et ça, c'est un sujet qui, pour moi, est quand même essentiellement du côté du partner management. Donc à partir de là, voilà, c'est une relation qui est déjà établie. Et la question, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait, comment, quel est l'impact le plus fort qu'on va pouvoir développer ensemble. Ok. Ouais, donc en fait, ce que tu dis, c'est que dans ces structures de boîtes-là, quand tu veux, de boîtes, en fait, hein, quand tu veux mettre en place ce programme de partenariat, enfin, le partenaire marketing, au final, toi, tu mets bien la brique, c'est la brique marketing, quoi. Et il faut avoir cette équipe de partner management qui va aller, du coup, gérer la relation. Enfin, c'est ce que tu dis au final, c'est que on a tendance à dire que c'est le parent pauvre, et là, on le voit bien, en tout cas, dans la structure que tu mets en place, c'est qu'effectivement, tu as cette équipe partenariat, enfin, de partner management qui va aller, du coup, gérer la relation, construire la relation, et toi, tu viens, du coup, en support sur qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'action marketing C'est ça. pour aider le partenaire à atteindre ses objectifs. Et donc, à travers ça, les tiens, quoi. C'est ça, exactement. Si tu veux, t'as le partner manager qui va construire cette relation, qui va la faire évoluer dans le temps, etc. Et toi, tu viens avec bah, différentes casquettes en même temps. D'un côté, tu vas essayer de trouver, bah, comme on disait, les meilleurs partenaires sur les meilleures actions avec qui bosser. Tu peux venir aussi en termes tu peux représenter une carotte aussi, hein, tu vois, parce que tu vas être celui qui va pouvoir débloquer du budget pour faire des événements, qui va pouvoir financer des actions avec des partenaires, et donc tu peux venir en soutien de l'activité de ton binôme partner manager là-dessus, parce qu'il peut montrer quel avantage ils vont avoir à travailler avec nous au final, grâce à ton action. Donc c'est vraiment ce binôme là qui doit fonctionner avec un marketing qui va donner un cap, si tu veux, qui va montrer la direction à atteindre en termes marketing d'un point de vue général. Et à l'intérieur de ça, tu discutes avec ton partner manager pour savoir quel partenaire tu vas pouvoir apporter, qui est pertinent dans tel ou tel domaine. Là, il y a 3 axes que tu as envie de développer pour aller toucher ton marché et ben ça correspond à tel et tel partenaire, et on peut imaginer de faire telle et telle chose. Voilà, donc c'est quelque chose qui vraiment se co-construit à la fois en interne et en externe. Ok. Bah, du coup, j'allais dire, dans ces programmes-là, quand tu as identifié les bons partenaires et tout, bah, et des actions que tu vas pouvoir mettre en place, au final, alors on en avait parlé un petit peu aussi, il y a cet aspect partner enablement. Au final, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre à disposition de tes partenaires pour les aider à atteindre leurs objectifs? Comme on parle de sales enablement, et pour les aider à vendre ta solution, on va dire, qui est très important, parce que ça s'anime, en tout cas, un réseau de partenaires. Euh, Est-ce que tu as des exemples un petit peu de choses à mettre en place justement qui vont te permettre de dynamiser cette relation et de valoriser un petit peu justement les liens que tu as créés, quoi? Alors pour moi, si tu veux, le partner enablement est bien sûr hyper important, et il y a certains basiques et fondamentaux, si tu veux, à mettre en place. Donc par exemple, d'avoir des assets à proposer, hein, donc des créas, des images, des use cases. Tu peux voilà tout un tas d'assets à proposer. En général, ça se fait sur un partner hub qui permet d'avoir un accès comme ça direct pour le partenaire. Il va chercher ce dont il a besoin, et puis voilà. Il y a l'aspect vraiment plus commercial avec la mise en place de battle card. Donc tu vas leur donner les éléments, tu vas les former avant de ta solution, puisque tu as vraiment ça
qui est important, même si eux doivent pas la vendre directement, ils doivent quand même identifier les points où ça peut être pertinent de te mettre en avant, et ils doivent surtout identifier les points où ils peuvent essayer de te repasser le bébé après. Donc il y a l'ensemble de ces aspects-là de formation, sensibilisation, facilitation de la relation, où ils doivent te comprendre presque aussi bien que tes propres effectifs te comprennent. Euh, et en même temps, il y a énormément de boîtes qui s'arrêtent là, si tu veux. Ils sont très contents, ils ont dépensé un tas d'euros pour mettre en place un joli partner hub qui en général sert pas à grand chose parce que justement ils mettent pas en place la dynamique nécessaire pour le rendre vraiment utile. Parce que si on prend l'exemple du partner hub, il va être intéressant s'il y a une dynamique qui existe, qui fait que les gens vont avoir besoin d'aller chercher des descriptifs de produits, vont avoir besoin d'aller chercher des assets pour créer des pubs qui parlent de toi ou que sais-je. Mais en fait, il y a plein de boîtes qui s'arrêtent là et qui attendent que ça se passe. Mais il faut que tu aies cette confiance justement dont on parlait au début, qui soit déjà construite pour que ça soit utile. Si tu t'arrêtes là, il se passera plus rien. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à entretenir cette relation-là, continuer à la construire, à la faire évoluer. Euh, c'est bien sûr d'abord entre les mains du partner manager. Hein, c'est avant tout lui qui en est le maître. Et après, en même temps, le marketing doit venir en soutien infaillible du sujet, en facilitateur de campagne, etc. Donc ça veut dire aussi qu'il faut prévoir de l'animation de communauté au final, parce qu'on touche à la question de communauté, hein, qui me tient beaucoup à cœur, parce que je suis assez convaincu que c'est en bâtissant des communautés autour de nos activités qu'on peut réussir à avancer. Et je pense que tu en es un très bon exemple aussi, hein, sur un autre sujet. Mais voilà, je pense que le côté communautaire est hyper important. Donc bâtir des communautés qui incluent les partenaires sans forcément s'y limiter, c'est un super exemple. Tu vois, par exemple, pour travailler sur la notoriété et la crédibilité d'une marque pour laquelle j'ai bossé récemment, j'ai mis en place un tas de podcasts, justement, qui étaient tournés en public, donc ça permettait en plus de faire venir des leads potentiels et travailler ensemble sur des prospects autour d'un café et de l'enregistrement du podcast. Et toute l'idée était aussi de faire venir des partenaires lors de ces podcasts-là, puisque ça permettait des mises en avant communes, ça permettait de travailler les notoriétés de chacun, ça permettait de mettre en place justement voilà des activités régulières avec eux, qui n'étaient pas forcément d'aller mendier tous les 6 mois s'ils n'avaient pas des leads à nous donner, quoi. Tu vois, faut aller vraiment au-delà de ça. Et construire des activités nécessaires, des activités minimales, y compris sur le plan marketing, du coup, avec voilà de la mise en avant du partenariat, qui n'est pas un simple communiqué de presse comme on voit passer souvent sur LinkedIn. Et regardez, c'est super, on a un partenariat, puis après t'en entends plus jamais parler. Mais voilà, il faut que tu fasses vivre ce partenariat, il faut que tu mettes en avant les compétences et les savoir-faire de chacun. Et ça, voilà, il faut trouver les bons supports marketing pour ça. Et après, au-delà de ça, tu as bien sûr de l'événementiel plus classique, hein, de réunir une fois de temps à autre tous tes partenaires clés pour aller discuter, pour faire un événement, les inviter à un gros événement que tu mets en place et où tu fais venir tes clients et tes prospects. Voilà, c'est autant d'actions qui vont être super importantes pour la partie enablement, et qui vont bien au-delà du pack minimal de vente que tu peux leur mettre à leur disposition, quoi. Ouais, j'aime bien ce que tu dis, effectivement, c'est qu'en fait, t'as cet aspect, bon, comme tu l'as dit, t'as le Partner Hub, au final, où tu vas mettre, t'as les formations de base, t'as les contenus de base, t'as les créas, les messages, enfin, tout ce qui va être un petit peu le pack que tu peux mettre à disposition de chacun, mais Ouais, qui, en fait, c'est un kit de démarrage, presque, on va dire. Et puis c'est après, c'est ça. toutes les actions que tu vas mettre en place sur le long terme pour rappeler que t'es là, qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des campagnes, ça peut être des newsletters, ça peut être des webinaires réguliers, comme tu as dit, ça peut être de l'événementiel, ça peut être un Slack, ça peut être, enfin, c'est cet aspect communautaire au final que tu vas faire vivre. Et ça, j'aime bien ce terme parce que je pense que, tu vois, quand on parlait de communauté, quand on parle de communauté, on voit souvent la communauté de prospects, tu vois, qu'on va faire pour attirer vers son produit, tu vois, qui va peut-être te donner des insights pour ton contenu. Ça peut être aussi mais t'as des communautés de clients que tu peux mettre en place, qui vont peut-être te donner des insights sur le produit. Et puis sur les développements futurs, et tu as effectivement des communautés de partenaires que tu peux aussi animer
pour quand tu veux mettre en place ce type de dynamique et des communautés. En fait, il y en a plein de toutes les sortes, pour tous les types de cibles. À chaque fois, c'est qu'est-ce que tu veux en faire et quel est l'objectif derrière, pour toi comme pour ceux qui la rejoignent, quoi. Carrément. Et puis après, le Graal, c'est vraiment les moments où tu arrives à croiser ces communautés-là, parce que Mmh. tu vas en tirer d'autant plus de valeur, parce que tu vas avoir voilà tout ce que savent faire tes partenaires que tu ne sais pas faire parce que c'est pas ton produit, c'est pas encore ton marché ou que sais-je, qui va te permettre de tirer de la force. Eux-mêmes vont tirer de la force de tes actions et de la présence de tes clients, de tes prospects, pour essayer d'aller vendre plus auprès de ces gens-là avec des use cases précis que tu peux mettre en avant. C'est vraiment sur le croisement comme ça de ces communautés et de ces grands flux que tu peux réussir à trouver d'autant plus de force. Ok, très cool. Bah écoute, merci pour tout ce partage d'expérience. En tout cas, c'est Je bonnes t'en prie. pratiques et puis un petit peu tes retours sur ce sujet-là. J'aime bien toujours conclure en disant que, parce on parle de bonnes pratiques et de choses qui fonctionnent, mais le marketing c'est pas que ça. Rapidement, c'est quoi un petit peu tes challenges, les points qui te posent un petit peu, enfin les problématiques du moment, quoi. Écoute, c'est là encore une bonne question. Je dirais que Mais moi j'ai pas de problème, j'ai que des solutions. ah, ça c'est bien. Non, mais la réalité c'est que les problèmes du marketing, c'est toujours un peu les mêmes, hein. Moi, je suis assez là-dessus à dire que il y a beaucoup d'évolution dans nos métiers, il y a beaucoup d'innovation, mais les fondamentaux restent ce qui est le plus important. Euh, et donc là-dessus, j'ai pas de problème, je pense, hyper innovant. Je dirais que le, le, le challenge, en tout cas, que je me mets actuellement, je dirais, si tu veux, Ouais. ça serait d'essayer de faire comprendre que justement, dans les fondamentaux, il y a l'aspect émotionnel du marketing qui est super important, parce que en général, on achète, je trouve, avec le cœur, avec des émotions, y compris en B2B. Et après, plutôt, on essaie de rationaliser et justifier avec des faits, avec de la logique. Et ça, c'est quelque chose qui est super mis de côté en B2B. Hmm. On le voit beaucoup en B2C, parce que voilà, il y a des marques qui fonctionnent que à l'émotionnel, hein, et ça, c'est beaucoup d'autant plus facile sur quand tu vends des chaussures ou que sais-je. Mais quand tu vends un ERP, quand tu vends un logiciel de compta, un logiciel d'e-commerce, quand tu es dans la fintech, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus difficile à percevoir. Et donc voilà, moi j'essaye vraiment de mettre ça en avant, de montrer l'intérêt de l'émotionnel dans le marketing. Euh, et ça touche aussi, comme on disait, au partenariat. Tu vois, t'es dans de la relation t'es dans de la relation de la construction de relations, dans quelque chose que tu essayes de faire fonctionner, et tu as besoin d'émotionnel là-dedans. T'es pas juste dans des chiffres, dans des faits, et dans des trucs très froids et assez chiants à la fin, hein. Tu peux aller bien au-delà de ça. Donc ouais, moi je pense que c'est ça un peu mon challenge du moment. Euh, et sinon, de Hmm. manière plus prosaïque, je pense qu'il y a quand même beaucoup de boîtes tech euh, qui euh, qui ont des budgets coupés dans tous les sens, Ouais. et il faut réussir à naviguer là-dedans quand t'arrives en tant que part-time CMO ou consultant sur des sujets comme ça. Voilà, mais là encore, au final, c'est rien d'extrêmement nouveau, hein. On a l'habitude de fonctionner dans des paradigmes comme ça, mais voilà. C'est clair. Non, ouais, j'aime bien ce que tu dis parce qu'effectivement, tu vois, c'est cet aspect de même en B2B au final, c'est bête, mais tu vois, c'est là qu'on voit l'importance de la marque. Mais il y a des fois, ça, c'est celle-là, cette marque-là, en fait, tu l'aimes bien et du coup, tu vas trouver les arguments en fait pour te dire que c'est le bon outil par rapport aux autres parce que si, parce que ça et parce que tu as besoin de rationaliser quand même un peu dans ton argumentation. Mais Et puis, il faut justifier ton choix aussi, hein, quand ouais, même. c'est ça. Sauf si c'est toi le CEO de ta boîte, t'auras toujours quelqu'un au-dessus de toi à qui il faut justifier le choix et à qui tu te mets en risque en faisant un choix. Parce que quand tu choisis le nouvel ERP pour ta boîte de 1000 personnes, si tu te plantes, il y a des impacts qui sont extrêmement importants. Donc, il faut justifier le choix, mais là aussi, au final, c'est un ressort émotionnel. Ouais. Puisque t'es en risque, t'es en peur, et t'es sur des émotions qui sont extrêmement fortes et prégnantes et sur lesquelles il faut savoir jouer positivement, je dirais, en Ouais. tant que marketeur. C'était IBM ça qui a fait cette pub là, je crois. Personne ne s'est jamais fait virer pour avoir acheté l'IBM. Et ben, écoute, c'est vrai que ça me revient maintenant, mais ouais, c'est carrément ça. Et c'est pour ça que tu as des mastodontes comme Salesforce ou d'autres qui restent leaders de leur marché,
parce que C'est parce que le choix safe, quoi. c'est le choix le plus safe. Et quand tu es le directeur d'une unit qui doit faire un choix comme ça, tu sais que ça va pas te retomber sur la gueule si tu fais ce choix-là. C'est clair. Très cool. Bon bah écoute, merci beaucoup. Si on devait résumer notre échange, qu'est-ce que tu retiendrais? C'est quoi le point que tu retiendrais, le conseil que tu aurais envie de mettre en avant? Écoute, je dirais de peut-être d'essayer de résumer un peu une bonne approche en termes de partenaire marketing. Donc d'abord de choisir les partenaires avec lesquels on a envie de travailler sur les critères dont on a parlé. Ensuite de mettre en place des gouvernances avec eux, donc savoir qui fait quoi, qui a quel rôle et qu'est-ce qu'on attend de chacun de manière concrète. Il faut jouer sur ses forces et bien être conscient de ses faiblesses pour trouver les complémentarités. Et ensuite, il faut mobiliser à la fois en interne et en externe, être capable d'aligner tout le monde. Ça, c'est quand même le rôle de pédagogie du marketing qui est extrêmement important sur le sujet. Et en gardant au final vraiment le client au centre de nos préoccupations. Parce qu'il y a beaucoup trop de partenariats qui se regardent le nombril et il faut pas perdre en vue que c'est le client qui est important et que c'est la valeur qu'on va lui délivrer qui va faire la différence. Ok, très cool. Ben écoute, encore une fois, merci pour tout, Adam. Si jamais il y a des petites questions pour toi, on peut te trouver sur LinkedIn, j'allais dire, comme tout le monde. Tout à fait. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, ça sera le plus facile. Très cool. Bah écoute, encore une fois, merci pour tout, et puis je te souhaite une bonne fin de journée. Un grand merci à toi, à bientôt. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.